Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce 14e numéro de la saison 2 des Incorrectibles. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio, mais aussi à nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors, avant d'accueillir notre nouvel invité de la semaine, comme d'habitude, je vous présente ceux qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Face à notre invité, ce sont des habitués de ce studio. Tout d'abord, Nicolas Vidal de Pouch et le journaliste Philippe Pascot. Messieurs, bonjour. Bonjour. Allez, nous sommes ensemble pour une heure. C'est parti pour les Incorrectibles sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors, notre invité ce dimanche est un homme qui a choisi de mettre sa carrière au service de la population. Licencié en droit et en sciences politiques, il exerce depuis près de 15 ans le métier de gardien de la paix. Il est aussi secrétaire général du syndicat Vigie depuis 2015 et il fut candidat aux élections législatives sous l'étiquette France Insoumise, c'était en 2017. Citoyen engagé, il mène depuis ses débuts au sein de la police nationale un combat pour défendre l'idée qu'il a de son métier, à savoir protéger et servir le peuple et non ses dirigeants. Son engagement n'est évidemment pas au goût de tous et lui vaut depuis juillet d'être exclu de la police nationale pour 12 mois, dont 6 avec sursis, par le ministre de l'Intérieur. Il est avec nous aujourd'hui pour évoquer notamment son livre « L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale » qui est paru le 25 novembre dernier aux éditions Talma Studio. Et puis nous parlerons bien sûr de la riche actualité du moment, notamment sociale. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer d'abord par votre exclusion de la police nationale. Alexandre Langlois, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels faits vous ont été reprochés ? On m'a reproché officiellement 3 faits. Après, il y a 2 faits qui ne sont pas officiels, mais officiellement 3. On m'a reproché, au nom du syndicat bien évidemment, d'avoir dénoncé l'inaction de notre hiérarchie sur la question des suicides dans la police nationale. À l'époque, quand je suis passé en conseil de discipline, nous étions à 24 suicides depuis la prise de fonction de notre directeur de la police nationale, M. Morvan, en août 2017. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 suicides. Mais il ne fallait pas dénoncer ça. Et pour donner une accélération ces derniers temps, M. Castaner, depuis qu'il a pris ses fonctions, il y a eu plus de 60 suicides dans la police nationale. Le deuxième volet qui m'est reproché, c'était d'avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un médecin de la police nationale vis-à-vis de d'autres collègues qui passaient entre ses mains, à la fois féminins et masculins d'ailleurs. Et malgré que ce médecin a été condamné par la justice pour ces agressions sexuelles et que moi j'ai été relaxé des faits de diffamation qu'il m'accusait, j'ai quand même été condamné également pour ça. Et le dernier point est la falsification des chiffres de la délinquance, plus particulièrement sur Marseille, parce que c'est là où les collègues ont osé nous donner des éléments, des victimes ont osé témoigner également, avec un impact très grave. C'est que déjà, il y a une minimisation de ce que ressentent et vivent les victimes. On requalifie en contraventionnel, c'est-à-dire une contravention, c'est une peine d'amende, quelque chose qui est délictuel, normalement c'est de la correctionnelle, et ça permet d'avoir des carrières fulgurantes pour certains directeurs. D'ailleurs, le directeur des Bouches-du-Rhône est depuis directeur central de la police, de la sécurité publique, donc il est chef de tous les commissariats de France sur ses bons résultats. Donc ça, il ne fallait pas le dénoncer. Et la même chose sur cette petite anecdote, ce qui était marrant, c'est quand je finissais de rédiger le livre, mon avocat s'était battu pour mon conseil de discipline à demander un audit qui avait été fait sur la réalité des faits que nous évoquions et que nous dénoncions. Et la ministère nous avait dit, nous avons fait l'audit, nous avons fait notre travail. On ne vous donnera pas les conclusions que nous avons faites. Et finalement, grâce à la justice, le juge a forcé l'administration à donner à mon avocat cet audit, et cet audit nous donne évidemment raison. Alors justement, en parlant de votre avocat, suite à cette exclusion, vous aviez indiqué votre intention d'exercer un référé dans l'espoir de faire annuler la sanction. Où cela en est-il aujourd'hui ? Alors le référé n'a pas été possible, mon avocat m'a déconseillé de le faire grâce à la solidarité populaire, vu qu'il y a eu une cagnotte, et j'ai été le premier policier de France à être payé directement par son employeur direct, le peuple. Et ça a été un moment, je remercie tout le monde dans le livre, et c'était incroyable. Et ça m'a permis donc de pouvoir vivre 1 an avec ma famille, si jamais le sursis ne sautait pas, je ne vois pas comment il ne saute pas, je redonnerai l'argent au syndicat, bien évidemment, des 6 mois restants. Et du coup, il n'y avait plus d'urgence. Donc c'était une situation, donc le référé n'était plus possible, donc nous sommes en jugement sur le fond. Et à l'heure actuelle, le ministère de l'Intérieur pouvait répondre jusqu'au mois de novembre pour un mémoire en défense. Il n'a pas donné de mémoire en défense pour le moment. Donc on attend la clôture de l'instruction par le juge. Avec mon avocat m'a prévenu, il m'a dit, bien sûr, quand le juge va donner une date de clôture, normalement, le ministère, la veille de la clôture, va envoyer un mémoire qui sera accepté. Alors, c'est fou parce que vous le disiez, en dehors de cette cagnotte, sinon vous n'aviez plus rien pour vivre. J'avais exactement 0, oui, effectivement. Donc ça a été un petit choc. J'ai une première question, Nicolas Vidal. Alexandre Langlois. D'où vous vient ce rapport intime avec le peuple ? Cette volonté de défendre, mais surtout cette notion de peuple qui revient très régulièrement quand on vous entend chez les confrères ou même dans votre livre. D'où ça vient, ça ?
Moi, j'étais toujours animé depuis tout petit par la notion de justice. Me dire, voilà, défendre le plus faible et défendre l'intérêt général. Après, par les études, par les lectures que j'ai pu faire, notamment, j'ai été marqué par le contrat social de Rousseau avec une justice sociale. Et en fait, si on met tous ensemble, on construit quelque chose tous ensemble, ça va mieux. Et j'ai toujours été habité par ce côté où il faut une force publique pour éviter que ce soit la loi du plus fort. Mais encore faut-il qu'elle serve les bonnes personnes. Et donc, c'est ce qui m'a animé à devenir policier. Et en fait, la suite de mon combat syndical dans l'écriture, ça a été de continuer ce combat, de dire, il faut qu'on remette cette institution au service du peuple, parce que c'est pas possible que la population ne vive pas en sécurité avec sa police, et que ce n'est pas elle qui ait son mot à dire de comment elle est utilisée. Et la police, donc, c'est-elle éloignée du peuple? Parce qu'on en parlera peut-être un peu après, mais vous le pensez, que cette police-là, aujourd'hui, elle s'éloigne du peuple, peut-être par sa hiérarchie, du moins? L'institution policière et les dérives législatives qui se sont empilées, que je détaille, on en parlera sans doute après, font qu'effectivement la police s'éloigne du peuple. C'est pas une volonté des policiers de s'éloigner du peuple, mais c'est une volonté plus politique, législative, et on arrive à quelque chose, avec un fossé qui se creuse, et ce n'est pas possible d'en arriver là. Et donc, je crois qu'on est bien d'accord qu'il faut faire une grande différence entre la police et les policiers. Je veux dire, moi, j'ai lu votre livre avec attention, et je suis effaré par la similitude, entre guillemets, de corruption, entre guillemets, de magouille, qui s'effectue en haut de l'échelle policière, comme ça s'effectue en haut de l'échelle politique. Et j'ai l'impression que ces gens-là, la formule protéger et servir ne s'applique plus forcément à ce que disait tout à l'heure Éric, au peuple, mais à certains individus. Ils se protègent et ils servent certains individus. Et ils se servent au passage. On est bien d'accord. Alors, Alexandre Langlois, quand vous évoquez notamment à la fin de votre livre certains éléments, vous y allez assez fort. Hein. Vous écrivez, je vous cite Éric Morvan, donc vous le disiez, le DG de la police nationale, et Christophe Castaner connaissent parfaitement ma situation et savent comment atteindre ma famille. Vous êtes en effet père de 2 enfants et votre femme avait été contrainte de suspendre son activité professionnelle suite à la naissance de votre fils né prématuré avec quelques graves soucis de santé. Vous pensez que votre exclusion est une tentative délibérée de détruire votre famille ? Je pense tout à fait ce que je vais raconter. Parce que c'est une accusation grave quand même, ça. Il y a plusieurs éléments, parce qu'on va parler de faits en fait. Après, c'est comme ça que j'en ai conclu. Maintenant, chacun se fera son opinion. C'est que quand on passe en conseil de discipline dans la fonction publique de façon générale, on nous propose d'avoir recours à une assistante sociale ou un assistant social pour faire un bilan, justement, que la sanction ne pénalise pas notre famille et qu'elle soit ciblée sur la personne qu'ils estiment fautive. Donc moi, j'ai accepté. Et quand j'ai vu l'assistante sociale, j'ai discuté. J'ai dit, par exemple, comment je peux être sûr qu'ils ne vont pas détourner la finalité de ce rapport pour le retourner contre moi et m'atteindre, moi et ma famille, directement. La réponse de l'assistante sociale a été, vous ferez l'opinion que vous voulez. Moi, dans un mois, je ne suis plus dans ce ministère, j'ai demandé ma mutation, je ne peux plus travailler pour ces gens-là. Voilà. Donc, résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient parfaitement au courant de ma situation, parce que quand on est fonctionnaire, encore plus fonctionnaire de police, dès qu'on a quelque chose dans notre vie privée, on doit informer notre hiérarchie. Donc, ils sont au courant des difficultés de naissance de mon fils, ils sont au courant de l'activité, que ma femme n'a pas d'autre salaire pour le moment, là, elle reprend son activité, mais c'était pas facile au moment où j'ai été sanctionné. Donc, ils sont parfaitement au courant, et ça a été redit avec l'assistante sociale, qui en plus avait redonné les relevés bancaires, les détails. Vous pensez que Christophe Castaner vous en veut personnellement ? C'est-à-dire que je ne sais pas s'il m'en veut personnellement, j'imagine qu'en tous les cas il n'est pas content de ce qu'on dénonce. Ce qui est dommage, c'est qu'il en fasse un problème d'ego personnel plutôt que de se dire on se met autour d'une table et on essaye de régler les problèmes. Moi, j'en veux pas particulièrement à monsieur Castaner en tant qu'être humain, j'en veux à sa façon de gérer la police et de refuser tout dialogue, et dès qu'on lui met des évidences sous le nez, il est dans le déni. Donc c'est surtout ça que je lui en veux. Après, la réaction qu'il a, et où je pourrais supposer qu'il a une volonté en tous les cas de faire taire toutes les voix dissonantes dans la police nationale, plus que contre moi particulièrement, parce qu'il y a d'autres collègues malheureusement qui subissent les pressions de la hiérarchie policière, c'est que mon conseil de discipline ne s'est pas prononcé pour de sanctions. C'est-à-dire qu'à mon conseil de discipline, ce que je raconte dans le livre, il y a une parité, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'administration, la moitié des syndicats. Donc il se trouve dans mon syndicat, dans le corps des gardiens de la paix, c'était Unité SGP, Alliance qui siégeait, avec la majorité pour Alliance. Le syndicat Alliance a dit, nous, on n'aime pas ce que tu dis, forcément. On n'est pas d'accord avec ce que tu proposes. Par contre, là, on attaque ta parole syndicale. Et si on commence à scier la branche de la liberté d'expression c'est ce que dit votre avocat, d'ailleurs, Maître Desmarais, qui dit que, sous couvert d'une action contre mon client, c'est bien son action syndicale qu'on vise ici. Hein. Tout à fait. En contradiction avec la loi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est au tribunal également. Et résultat des courses, le syndicat Alliance s'est levé et est parti du conseil de discipline. Si jamais le syndicat Unité SGP avait fait la même chose, le conseil de discipline n'aurait pas pu se tenir parce qu'il n'y avait plus de parité. Ils ont choisi de rester. Mais résultat des courses, le conseil de discipline n'a pas pu se prononcer pour un niveau de sanction. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, d'habitude, le ministre peut toujours dire, moi, la sanction, c'est toujours un avis qui est suivi dans 99% des cas. Et il dit, c'est pas de ma faute, moi c'est le conseil de discipline qui a tranché, il y avait la parité syndicale, je m'en lave les mains. Dans mon cas, il n'a pas pu se retrancher derrière ça, parce qu'on lui a dit, voilà, monsieur le ministre, vous jugerez tout seul.
Et la seule personne qui a fait une recommandation sur la sanction, c'est Monsieur Morvan, qui était mis en cause notamment dans la falsification des chiffres de la délinquance. Donc effectivement, c'est compliqué. On va reprendre dans un petit instant. Alexandre Langlois est notre invité ce dimanche sur Sud Radio à l'occasion de la sortie de ce livre L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale qui est paru le 25 novembre dernier aux éditions Talma Studio. Restez avec nous, on continue d'en parler dans un tout petit instant. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles cette semaine avec notre invité, c'est Alexandre Langlois à l'occasion de la sortie de son dernier livre, enfin son livre L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale qui est paru aux éditions Talma Studio le 25 novembre dernier, qui promet bien sûr de faire parler puisque vous y allez, on peut le dire, assez fort dans ce livre. Alors tout d'abord, on parlait de votre syndicat juste avant de s'interrompre. Vous recevez des menaces, en tout cas votre syndicat, est-ce qu'il reçoit des menaces en haut lieu ou pas ? En haut lieu, c'est-à-dire qu'ils ne nous invitent pas tout simplement, ils nous ignorent. Quand on pose des questions, on n'a pas de réponse. Même des réponses sur des choses qui ne sont pas idéologiques, mais sur des conditions de travail toutes bêtes et Quelle simples. différence il y a entre votre syndicat et les autres ? Ils sont à la botte du pouvoir selon vous ? Alors les syndicats, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement du syndicalisme dans la police nationale, dont je parle un peu également dans le livre. Il y a 14 organisations qui sont présentées aux dernières élections. Il y en a 4 qui sont majoritaires au ministère de l'Intérieur et 3 uniquement dans la police. C'est-à-dire qu'il y en a une qui n'est même pas majoritaire au niveau de la police nationale. Et ce qui veut dire que ces gens-là, en fait, ont des postes fictifs. C'est-à-dire que, par exemple, pour les chefs, les secrétaires généraux des syndicats du corps de gradés et gardiens, ils sont, par exemple, responsables d'unités locales. Un responsable d'unité locale, c'est quelqu'un qui prend la place d'un officier sur le terrain, qui a des responsabilités d'officier, parce qu'il y a une déflation des effectifs du haut de la pyramide, et donc il a des responsabilités concrètes. En fait, c'est pas un grade, c'est un poste qu'on doit occuper. Et donc ces secrétaires généraux de syndicats, qui ont marqué détachés permanents auprès des ressources humaines de la police nationale, ont ce poste. Ils le justifient par un poste d'expert. On n'a toujours pas compris expert en quoi, donc c'est compliqué. La deuxième chose, c'est qu'il y a même chose pour le corps des officiers, où là, c'est des commandants fonctionnels. Enfin, on adapte la carotte en fonction d'eux. Et la chose suivante, c'était sur le fonctionnement. Donc déjà, nous, on n'est pas dans un fonctionnement, on se bat pour les conditions de travail. Et pour le moment, les autres syndicats sont plutôt sur un chantage aux avancements, aux mutations, parce que c'est ce qu'ils gèrent. Donc on leur laisse. La justice régulièrement... Il y en a un qui est parti, Alex Ronde, il a créé il est Axel parti, Ronde, oui. ex-secrétaire général de votre syndicat, il a créé sa propre organisation dénommée La Police en Marche. Alors je sais pas, vous avez dénoncé une trahison ? Alors en fait, il y avait des soucis. Nous, on pensait que ça allait se régler en interne. Il avait effectivement Une trahi dette le de plus syndicat. affrontée par déclaration interposée. Donc en fait, une fois qu'il a su qu'il était exclu, il a créé son syndicat En Marche. Parce que nous, on a dit, on va faire ça, il n'y a pas de publicité particulière à faire. Et c'était de dire, voilà, maintenant il prend son chemin, on fait son chemin, on avait un désaccord. Lui, il vous accuse d'être à la botte de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ce qu'il accuse, mais il n'a pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y a rien du tout dans le syndicat, les statuts sont... Pourtant, vous étiez bien sur la liste quand même des insoumis, on l'a dit tout à l'heure aux auditeurs, aux élections législatives, donc on peut quand même s'interroger légitimement quand même sur votre on peut objectivité. s'interroger, et avant, j'ai été aussi invité par Jacques Chirac à l'Élysée, la Garden Party, pour sa réélection. Donc en fait, on peut s'interroger sur beaucoup de choses. Après, sur la particularité de la France insoumise, c'est que j'étais parti pour débattre, en fait, sur la circonscription des Yvelines, où il n'y a aucune chance de gagner la circonscription, mais j'avais en face de moi, normalement, j'aurais dû avoir Monsieur Guénaud, qui était le député sortant, et de tradition, c'est toujours le député sortant qui était représenté. Et je voulais avoir Monsieur Guénaud en débat pour parler, justement, il avait déclaré l'attentat de Nice aurait pu être évité si vous étiez équipé de bazooka. Donc j'ai envie de dire, non, c'est pas possible en fait. Maintenant, il faut parler de choses sérieuses et d'être connecté au terrain. Finalement, il n'a pas eu l'investiture de son parti, il a été envoyé à Paris, donc finalement, il a été battu également, et je n'ai pas eu mon débat. Voilà. Et après, la chose suivante, on n'est pas obligé d'être encarté pour être présenté sur liste France Insoumise. Donc moi, juste Philippe deux petits Pasco. points. Le premier point, c'est que donc on constate aujourd'hui que vous n'êtes pas dans le même camp, entre guillemets, pour reprendre une expression préfectorale, d'une certaine police et de certains syndicats. Et la deuxième chose, c'est que il manque des effectifs dans la police, et le dit tout le monde. Et il y a donc des postes syndicaux qui devraient être sur le terrain et qui, en fin de compte, sont des postes, entre guillemets, qui servent uniquement des syndicalistes et non la fonction publique. On est bien d'accord. Donc il y a déjà ce côté poste qui... Donc les syndicats qui défendent eux-mêmes le manque de postes ont des postes qui servent à rien. Qui servent en détachés syndicaux ou des détachés syndicaux, il peut y en avoir, des permanents également, mais ils ne peuvent pas avoir une fonction. Il peut y avoir des grades, il doit y avoir un déroulé de carrière normal, mais par contre, un poste comme ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Et en plus, le système est d'autant plus pervers, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en place, une fois de plus, sur une bonne idée, une bonne intention, c'était de dire dans les secteurs difficiles, pour fidéliser la hiérarchie locale, on proposait à des gens de passer leur grade supérieur,
Et en échange, vous restez 3 ans dans un secteur difficile. Comme ça, vous apportez votre expérience, votre ancienneté, puis vous passez pas le concours, parce qu'on estime que vous avez de la bouteille et que vous pouvez encadrer les plus jeunes. Et sans Et du tricher, coup- ça veut dire que c'est des postes promotion pour Oui. des syndicalistes pour qu'ils la ferment un peu plus. Je vais donner 2 exemples. Donc, du coup, sur ce quota de postes, déjà, il y en a la moitié qui sont pris par des syndicalistes permanents. Donc, c'est déjà une aberration. Et on l'a découvert parce que mon prédécesseur, en tant que secrétaire général du syndicat, l'administration lui avait dit, lui, il était permanent syndical pour le coup. L'administration lui a proposé écoutez, vous pouvez passer dans un secteur difficile, vous passez au grade supérieur. Il a dit je vais étudier la question, pourquoi pas. Mais ça veut dire que je retourne sur le terrain. Je suis pas attaché à mon fauteuil de syndicaliste. Pourquoi pas? Il faut que j'étudie la question. L'administration lui a répondu non, mais pas du tout. Au pire, vous y allez 3 jours, vous choisissez le poste que vous voulez, vous y allez 3 jours et puis vous redevenez permanent. Puis si vous n'avez pas le temps de faire même 3 jours, c'est pas grave, on vous en dispensera, on vous mettra en vacances les 3 jours que vous auriez dû faire. Donc il a dit, si j'ai bien compris votre proposition, c'est 1, les collègues sur place n'auront pas l'encadrement auquel ils ont besoin. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'il y a un collègue qui justement se sera engagé 3 ans qui ne pourra pas avoir le poste. C'est bien ça. Oui, vous avez bien compris. Donc il a eu la dignité de répondre par écrit, je refuse votre tentative de corruption. Et il est parti avec le même grade auquel il était entré. Ouais. Votre Nicolas livre Dino. est très noir sur la police, quand même, Mmh. sur les arcanes de la police. Moi, il y a une question qui revient, c'est... vous évoquez l'intimidation de la hiérarchie dans la police. Comment ça se retranscrit aujourd'hui, concrètement? Est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses? Parce que ça, quand même, ça fait peur pour un point de vue républicain. Attendez, c'est quand même assez effrayant. il fait pas que intimidation au sein Ouais. même de la police, falsification des Ouais. chiffres de la délinquance, magouille, Mais j'attendais trucage de qu'il preuves, aille favoritisme, dissimulation, permis de mentir, allez-y. Et permis de continuez. tuer. Permis de tuer. Où va la police? Pour le moment, elle va pas très bien. Elle va dans le mur, a priori. Parce qu'une police coupée de son peuple va nulle part. Voilà. Donc, sur les dysfonctionnements, c'est comment on arrive à maintenir nos policiers sous pression. C'est qu'il y joue, par exemple, je reprends une des anecdotes que j'ai racontées, c'est un de mes collègues, on lui dit sur une manifestation gilet jaune, tu prends un LBD. Il prévient, il dit donc j'ai déjà le LBD a un problème de formation, a beaucoup de problèmes à côté de ça, mais là on lui dit prends le LBD, j'ai même pas l'habilitation blague pour prendre cette arme. Son chef lui dit écoute, tu as 2 solutions. Soit tu prends l'arme, soit tu la prends pas, mais si tu la prends pas, eh bien évidemment, cet été, tes vacances avec tes enfants, je te les décale de 15 jours pour une nécessité de service. Comme on est en sous-effectif, les heures supplémentaires sont à l'appel, je justifierai aisément. Et puis il dit oui, mais mes enfants, du coup, je vais pas les voir, les vacances sont calées avec ma femme et tout. Il dit ça c'est ton problème, tu vois. C'est du chantage. C'est du chantage, mais c'est que de l'oral. Et après, si on peut le mettre par écrit comme c'est prévu légalement, la rétorsion se fera de la même façon. C'est-à-dire qu'il pourra dire oui, donc il prendra pas l'arme, mais la rétorsion se fera de la même façon. Un autre exemple assez criant, qui n'est pas dans le livre, mais qui est une autre anecdote, comme ça, je ne dévoile pas tout. C'était une collègue qui voit un véhicule, on lui dit, son chef lui dit, prenez tel véhicule. Elle dit d'accord, elle fait le tour du véhicule, les pneus sont lisses, les freins sont défaillants. Elle marque dans le carnet de bord, comme c'est prévu par les textes, en disant, voilà, tous les dysfonctionnements du véhicule, si je le prends, il est dangereux. Donc elle en réfère à son chef, il dit, voilà, le véhicule est défaillant, est-ce que je ne peux pas le prendre? Son chef lui dit, il n'y a que ce véhicule-là, tu le prends. Bon, du coup, la collègue obéit, prend le véhicule, et devant le palais de justice à Paris, arrive au feu, elle ne peut pas freiner, elle percute une greffière, qui est heureusement que blessée, mais n'empêche, elle est blessée. Résultat des courses, cette collègue s'est retrouvée en conseil de discipline, et la hiérarchie a dit, oui, elle a pris le véhicule, elle a dit, vous m'avez donné l'ordre de le prendre, mais pas du tout, et la preuve, vous saviez parfaitement que le véhicule n'était pas aux normes, vous l'avez écrit, vous. Voilà. Donc on en est là. Donc après, les gens ne veulent plus... Voilà, ils sont paralysés par ces gens qui sont... on est dans une procédure écrite normalement dans l'administration, mais qui jouent sur des trucs oraux, qui profitent en fait du nombre d'heures supplémentaires, de la désorganisation du service pour utiliser justement les reports de congés. Ton week-end tu l'auras pas, je te rappellerai en premier. Et cette pression-là, on la voit pas. Et en plus, après, ils enclenchent sur des procédures disciplinaires et même sur les cas où ils arrivent vraiment rien, ils utilisent la médecine statutaire pour continuer de couler les collègues. Alors, j'ai une question à vous poser qui est plus générale, parce que dans le livre, vous avez choisi le discours du préfet Maurice Grimaud. Je voulais vous poser la question, quelle est aujourd'hui la différence, selon vous, Alexandre Langlois, entre le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, et Didier Lallemand? Une question de quand? C'est déjà une question de quand. La deuxième chose également, c'est qu'à l'époque donc de mai 68, le préfet Grimaud, voyant qu'il y avait des fois des policiers qui faisaient preuve de trop de zèle ou qu'il y avait des débordements, il a rappelé à tout le monde en tant que responsable de la police nationale et supérieur hiérarchique de toute la préfecture de police, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites en disant à chaque fois que vous allez blesser quelqu'un, ça va être des gens qui vont haïr la police, enfin quelque chose, un discours tout à fait rationnel. Il a dit, je sais que vous devez aller au contact, je sais que vous devez des fois utiliser la force, mais il faut raison garder et ne pas s'emporter. Donc c'était le préfet de police qui recadrait tout le monde. Oui, pour éviter l'escalade. L'escalade, voilà, en disant, et puis après l'image de la police, en disant, on est justement là, les gardiens, pour que les gens puissent se manifester en sécurité. La deuxième chose également, c'est que le préfet Grimaud allait au chevet des blessés.
des policiers, il allait les voir, il allait prendre des nouvelles. Il était intéressé par ce que vivaient les effectifs de terrain. Maintenant, nous avons un préfet de police allemand, c'est l'inverse. C'est qu'il y a des effectifs de terrain qui voudraient y aller plus tranquillement en se disant là, ça va un petit peu loin. Il y en a certains qui sont un petit peu déviants ou qui font beaucoup de zèle parce que, disons, il y a quartier libre. Et c'est le préfet de police qui engendre les comportements. Et qui engendre les comportements doublement, c'est que par exemple, le préfet de police, avant d'être à Paris, il était à Bordeaux. À Bordeaux, où la gestion a été également catastrophique du maintien de l'ordre, et avec cette affaire qui a défrayé la chronique, avec un pompier volontaire qui s'est pris 2 tirs de LBD, dont un dans la tête, et une fois qu'il a pris le tir de LBD et qu'il est dans une flaque de sang au sol, il se prend encore un tir de grenade. Et la patrouille de police s'en va en disant on n'appelle pas les secours. Donc il n'y a que des fautes professionnelles, et le préfet, monsieur Lallemand à l'époque en poste à Bordeaux, a dit non, c'est parce que c'était le chaos, il y avait des pillages, etc. Il avait des caméras de surveillance dans tous les sens, les rapports de police, donc il a menti pour couvrir ses agissements, et c'est cette personne-là qui a été mise à Paris. Et vous me confirmez aussi que dans le cadre d'un mensonge, si on va quand même loin, puisque j'ai cru comprendre, et c'est dans votre livre, que la déclaration du préfet Grimaud, où il disait justement, il donnait des ordres pour qu'on a été falsifiée dans un journal d'aujourd'hui, de façon à ce que les gens ne voient pas la réalité de ce qu'il disait à l'époque. Tout à fait, c'était pour les 50 ans de mai 68, il y a un magazine Liaison, qui dépend de la préfecture de police, et ils ont remis... on voit bien le papier jauni, la couverture, et en fait, entre les 2 pages, c'est sur 2 pages, il y a un paragraphe qui s'enlève. Le paragraphe sur frapper un manifestant à terre. Et en fait, ça dénature déjà le paragraphe, et en plus, l'articulation de la lettre du préfet, en fait, a le sens un tout petit peu modifié, parce qu'il y a le paragraphe suivant qui fait référence à celui d'avant. Et la préfecture de police interrogée sur le sujet a choisi de ne pas répondre. C'est un truc de fou, ça. Alors justement, avec toutes les dérives que vous décrivez, on a envie de vous demander aussi qu'est-ce que fait l'IGPN? Elle ne fait rien, elle est totalement à la botte du pouvoir selon vous. Comment vous expliquez ça? Dans les faits, selon l'IGPN, tout va bien, j'allais dire. Le petit hashtag sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, non, tout va mal. Déjà, l'IGPN, la France a signé un code éthique de police européen en 2001. Voilà, qui était applicable dans tous les pays signataires à partir du moment où un nouveau code de déontologie était pris. Donc en France, 2014. Qui est précisé dedans que la police ne peut pas enquêter sur la police. Ça devrait être une institution en dehors de la police. En dehors de la police externe, avec des policiers. Enfin, l'Europe est assez ouverte sur le sujet, en disant que même si les fonctionnaires à l'intérieur faisaient leur travail en conscience et étaient des professionnels sans corruption, sans quoi que ce soit, il y aurait toujours une suspicion. Donc déjà, rien que pour ça, voilà. Dans les faits, comment ça se passe? C'est que c'est la haute hiérarchie de l'IGPN, une fois de plus, qui a la main mise sur les enquêtes, qui va donner les rapports, qui va dire on va regarder tel volet, celui-là on va pas le faire. Et cette IGPN, donc j'en parle sur plusieurs affaires où il y a eu de sérieux problèmes dans les sanctions et les dysfonctionnements. Et le dernier en date, c'était l'affaire Steve, où on a bien vu que l'IGPN dit tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème. À savoir qu'ils sont cadrés sur une lettre de mission sur qu'est-ce qui s'est passé sur place et pas sur toute la chaîne hiérarchique. Déjà, on cadre leur travail. Et quand c'est la police judiciaire, qui travaille sous la tutelle d'un magistrat, et les policiers de la police judiciaire sont notés à la fois par l'administration, mais également par la justice. Du coup, l'enquête n'a pas donné le même résultat. Donc, on parle juste de faits. Après, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Mais moi, les conclusions que j'en ai tirées, effectivement, c'est qu'il y a un sacré problème. Et que ce sont des accusations quand même graves. Alexandre Langlois est notre invité encore une petite demi-heure sur Sud Radio ce dimanche dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles cette semaine avec notre invité, c'est Alexandre Langlois pour son livre, je cite son titre, L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale, qui est paru le 25 novembre dernier aux éditions Talma Studio. Alors un livre évidemment dans lequel il y a pléthore d'informations et puis surtout de mise en cause. Juste il y a quelques instants, Alexandre Langlois, on parlait de l'IGPN. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question plus générale. Vous pensez que la police est politique ? L'utilisation de la police est Vous pensez qu'elle est au service du chef de l'État et non plus au service de l'État ? Non, pas complètement, parce que sinon on n'aurait pas eu l'affaire Benalla où le chef de l'État voulait se faire carrément une petite garde personnelle indépendante de l'Élysée. Donc il y a encore des garde-fous. Par contre, au service du politique, de façon générale, oui, parce qu'il y a les institutions de contrôle qui sont l'IGPN, qui est vraiment une force politique et vraiment une police politique, donc qui contrôle les agissements du reste de la police. Également, le directeur général de la police, par exemple, qui est une personne éminemment politique, c'est un préfet qui est devenu policier le jour de sa nomination, en 2017. Avant, il n'était pas policier, donc il a une expérience de la police moins bien qu'un gardien de la paix stagiaire. Et encore, lui, il n'a pas commencé dans le 93, il a commencé place Beauvau. Donc effectivement, l'expérience est tout à fait différente. Et il tient son poste parce qu'il a été nommé politiquement. Le préfet de police, même chose. Le préfet de police de Marseille, même chose. Et de façon plus générale, la police est devenue... Le préfet Lallemand, par exemple, à suite à ses dernières déclarations face à une manifestante à laquelle il répondait qu'il n'était pas dans le même camp quand elle lui disait qu'elle était gilet jaune. D'abord, ça vous a fait réagir et puis vous demandez quoi ? Ce qu'il soit destitué carrément ?
Qu'ils soient sanctionnés, oui. Enfin, après, ils prennent la sanction qu'ils veulent, mais qu'ils soient sanctionnés, parce qu'en fait, il y a un manquement au devoir de neutralité du service public. N'importe quel policier fait la même chose en disant je suis pour ou pas, enfin, pour n'importe quelle tendance politique ou telle opinion politique, alors qu'il est en service. Il aurait un avertissement. Il aurait un minimum un blâme, voire il serait suspendu, enfin, en fonction de qui il veut soutenir, quoi. Donc là, rien du tout. Donc ça pose un sacré problème, d'autant plus que c'est la tête de la préfecture de police. Donc ça donne une image sur une connotation de comment est gérée la police. Alexandre Langlois, je vous repose une question. Je tiens à mon peuple en permanence, mais j'ai une question sur l'IGPN. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'IGPN n'a-t-elle pas fait grossir la fracture entre le peuple et la police, ou les policiers sur le terrain, avec toutes ces affaires qui sont aujourd'hui, pour la plupart, non résolues ou en cours d'instruction? Est-ce que ça n'a pas aggravé aussi la situation en l'IGPN? Ah bah si, l'opacité, les gens n'aiment pas ça, hein. Donc ni les policiers de terrain, ni la population de façon générale ne veut cette institution. Les seuls qui défendent cette institution, c'est les commissaires et les politiques. D'ailleurs, les commissaires, le syndicat, un des deux syndicats de commissaires s'est fendu d'un tweet en disant il ne faut pas supprimer les GIGPN, il faut supprimer les avocats militants. Donc supprimer une institution, c'est l'enlever. Supprimer des personnes, c'est les tuer. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures, mais ils sont prêts à aller jusque-là dans leurs déclarations. Et ils ne sont pas inquiétés pour leurs déclarations par derrière, par le pouvoir politique. Donc en fait, si jamais il y avait une enquête indépendante, je veux dire, avec des gens extérieurs, où il y aurait de la transparence, c'est-à-dire qu'il y aurait des explications. On dit, bah voilà, les policiers ont agi dans tel cadre. Donc là, ils ont fait usage de violences légitimes pour tel motif. Là, c'est pas légitime, donc ils vont être transférés devant la justice et un juge va pouvoir prendre des sanctions. Et en fait, qu'il y ait de la transparence pour que chacun s'y retrouve. Il faudrait que ce ne soit pas paritaire. Par exemple, avec des citoyens, peut-être des journalistes, ou je sais pas, ou des corps. Nous, ce qu'on aimerait bien, déjà que ça ne dépende pas du ministère de l'Intérieur. Ensuite, on aimerait bien des magistrats, des sociétés, des organisations non gouvernementales, Amnesty, des citoyens qui peuvent être tirés au sort. Et puis un contrôle après soit le défenseur des droits, soit directement sous l'Assemblée nationale, mais en tous les cas indépendant de ce qui se passe, et avec des policiers à l'intérieur pour donner un éclairage quand même professionnel de ce qui se passe. Mais ce que veut dire Nicolas, et c'est bien clair dans vos propos, c'est qu'en fin de compte, l'IGPN et une partie de la police, parce que j'englobe pas tous les policiers, devient maintenant comme un régime politique. Je veux dire, on critique dans certains pays ce qui se passe avec une police politique, et aujourd'hui, nous sommes en train de la police, c'est pas transformé dans une milice. On y va quand même là, sacrément fort quand même dans ce qu'on reproche à la police là. Ce qu'on reproche à une certaine police. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays étrangers, il y a des pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément très respectés, qui viennent donner des leçons à M. Macron maintenant, sur la gestion du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, j'ai en tête M. Poutine, j'en ai d'autres qui sont pareil venus dire qu'est-ce que vous venez nous reprocher chez nous? Regardez ce que vous faites chez vous, c'est pire. Donc effectivement, ça pose un sacré problème du niveau image, et au niveau qui c'est qui vient donner des leçons. Quand on est le pays des droits de l'homme, ça pose problème. Et après, sur cette dérive vers une police qui se tourne vers une milice, mais il y a une... Ça, c'est le haut de l'échelle, le pire qui peut arriver à la police. Maintenant, à quel niveau de l'échelle on se situe? Chacun répondra à la question en fonction de... Moi, j'apporte des éléments pour que chacun puisse situer la police à ce moment sur le niveau de l'échelle. Redites-nous ce que ça dit, selon vous, cette affaire Benalla, de l'état de la police au plus haut niveau. L'affaire Benalla, en fait, ça montre déjà une méfiance de la police de la part du président de la République. C'est-à-dire qu'il l'a justifié en disant « Moi, j'ai voulu avoir un monsieur Benalla et des gens qui ne sont pas policiers pour ma protection, et avec un projet d'ailleurs qui était en cours de route pour avoir une protection. Je ne fais pas confiance aux policiers en gendarmes qui assurent la protection des présidents de la Ve République depuis le général de Gaulle. » Aucun président n'a été assassiné, tous ont pu finir leur mandat, et même ils ont été protégés à chaque fois avec efficacité. Donc pourquoi remettre en cause une institution qui fonctionne? Donc c'est qu'à part une défiance, je ne vois pas d'autre explication. La deuxième chose également, c'est que sur l'affaire Benalla, c'était au Sénat, à la commission d'enquête sénatoriale. Je ne sais plus quel sénateur pose la question au général Biofarina, qui était en charge du commandement militaire à l'Élysée. Et il y a une question, pourquoi il avait commandé des réservistes de la gendarmerie nationale pour être au service de l'Élysée? Il en avait demandé 30, il en a eu 14. Donc ce qui est intéressant, c'est pas le statut de réserviste de la gendarmerie nationale, c'est qu'il y a des personnes qui sont directement en lien avec l'Élysée. On ne sait pas quand cette unité a été créée, pourquoi elle est créée, et ce qui pose des réelles questions, c'est qu'elle devait être formée par M. Kras sur recommandation de M. Benalla. Donc à partir de là, on nous dit des fois, oui, vous voyez, il y a des policiers dans les manifestations, on a l'impression que c'est des gens avec des brassards police. Puis il y a une suspicion de dire que maintenant, comme rien n'a été fait pour contrecarrer que n'importe qui se balade avec un brassard police, personne n'a posé les bonnes questions sur qu'est-ce que c'était que cette unité au niveau de l'Élysée, qui laisse de sacrées questions sur le rapport de ce gouvernement et de ce pouvoir vis-à-vis de sa police aussi.
Ça me fait penser juste à votre post-phase de votre livre, qui est terrifiante. Vous y décrivez un monde futur sous le règne du despote Macron devenu Dieu tout-puissant d'un parti unique ayant supprimé tous les autres, qui aurait remplacé la police et la gendarmerie, vous le dites, par une milice dirigée par Benalla et Vincent Crass. Seuls les riches ont survécu, le réchauffement climatique et la destruction du système de santé ayant tué les autres. Vous dites qu'il faut agir ensemble maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous espérez comme réaction suite à l'écriture de ce livre ? La réaction, c'est déjà que la population... Normalement, la police sert la population, prenne conscience de la situation. Déjà des dérives législatives qui sont passées à chaque fois comme une lettre à la poste, on rajoute des petites couches. L'état psychologique des policiers, c'est pas pour rien qu'il y a plus de 60 suicides depuis que M. Castaner est là, avec toujours des... Et de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Voilà, il y a le constat, ce que les gens n'ont pas forcément vu. Il y a ces dérives qui sont inadmissibles, ces dysfonctionnements qui sont contre-productifs pour tout le monde, à part pour une petite minorité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on veut essayer de réformer en interne, pour le moment, il y a toute la machine administrative qui empêche toute réforme. Donc le but de ce livre, c'est que ce soit l'ensemble de la population qui fasse pression pour dire maintenant, on arrête. Vous avez voulu privatiser la police, qui est d'ailleurs en cours de route également avec le consortium de sécurité. Maintenant, on veut repenser les choses pour que la police redevienne au service du peuple et fasse respecter le contrat social plutôt que des directives et des décisions arbitraires du gouvernement. Mais vous allez encore plus loin que ça, Alexandre Langlois. Sur votre livre, page 79, vous parlez de l'article L811-3, qui est absolument terrifiant, sur une loi absolument liberticide. À vous lire. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord, et vous le dites exactement, c'est une loi, je crois, vous me direz de tête, mais qui protège la France des Français. C'est absolument hallucinant ce que vous écrivez là et ce que ça implique aussi pour la liberté publique. Donc ça, c'est les lois qui sont passées de mémoire dans le Code de la sécurité intérieure, avec justement, et puis d'ailleurs sur notre Code de déontologie qui est dans le Code de la sécurité intérieure. Et effectivement, nous avions un Code de déontologie en 1986 qui disait « Nous étions au service des institutions de la République ». Donc on comprend, c'est une idée. Après, chacun met des mots un peu différents sur le mot « République », mais on voit un peu l'idée. Ça s'est transformé à la défense des intérêts nationaux. Mais les intérêts nationaux ne sont pas forcément les intérêts de la population. Et ce qui fait que on peut comprendre, à l'explication de cette chose-là, on peut comprendre en disant oui, maintenant on va vous passer les choses en force parce que c'est l'intérêt de la nation. Mais alors vos intérêts à vous passez après. Vous parlez des intérêts économiques, industriels, scientifiques majeurs de la France. Effectivement, on peut penser qu'à un moment donné, ça va aussi à l'encontre des intérêts du peuple. C'est-à-dire qu'après, si comment la loi est formulée, on dit par exemple, s'il y a un gros contrat à signer, c'est peut-être plus important que l'intérêt, par exemple, de la défense des valeurs de la France, de l'intérêt de la population. Si je résume votre pensée et un peu la mienne, nous sommes en train d'assister à un verrouillage complet par le législatif de toutes les personnes qui ne marchent pas droit, y compris vous. Ils sont en train de verrouiller tout le monde, mais même la loi renseignement. Vous voulez dire quoi ? C'est la fin de la liberté d'expression, selon vous, d'informer ? Je vais donner un exemple également. Avant, nous étions, dans le Code de déontologie de 1986, nous étions défenseurs des libertés individuelles. Dans le Code de 2014, qui est dans le Code de la sécurité intérieure, nous sommes défenseurs des lois. Et les lois, en fait, il est facile de légaliser des choses, mais de les légitimer, c'est plus compliqué. Je paraphrase Chamfort. Alors je finis juste là-dessus. Il y en a un dernier, c'est l'exécution des engagements européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les souverainistes peuvent être embêtés pour ces idées-là, on imagine, suite à cet article. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, il y a des intérêts, donc on peut vous espionner, on peut le justifier, et on mélange tout et n'importe quoi en disant les intérêts de la France, les engagements en commun doivent être tenus coûte que coûte, et du coup, on ne s'étonne plus de grand-chose, en fait. Et comme, par exemple, sur la loi renseignement, c'est le Premier ministre qui décide qui veut mettre sur écoute sans quasiment aucun contrôle, c'est-à-dire que la loi renseignement votée sous M. Manuel Valls, il l'a fait passer quand il est passé Premier ministre, donc il a fait comme pour lui, et il dit, maintenant je vais pouvoir mettre sur écoute qui je veux, donc ça a été présenté aux Français en disant, dans votre intérêt, avant c'était pas très bien cadré, donc maintenant j'ai fait une loi. Sauf que quand on regarde le contenu de la loi, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant dans le sens où il va mettre sur écoute qui il veut, il y a une commission de contrôle qui rend un avis, donc un avis, il n'est pas obligé d'en tenir compte. Après, une commission fonctionne en fonction des moyens qu'elle a pour contrôler. Et en plus, ils ont rajouté un autre article derrière en disant en cas de nécessité et de rapidité, on se passera du contrôle, on le fera a posteriori. Mais c'est-à-dire qu'une fois que le Premier ministre et le gouvernement sont au courant des informations dont ils ont besoin, la commission peut dire on annule. Qu'est-ce qu'on fait ? On siphonne le cerveau des gens ? C'est trop tard, le mal est fait. Donc en fait, on est déjà dans ce type de régime. On est dans l'arbitraire absolument, là. Dans l'expéditif. D'autant plus que dans les textes de loi que j'ai vus que vous avez mis, un policier n'a plus le droit que d'être policier, même s'il met
un seul mot sur Facebook, il passe en conseil de discipline. Voilà, sauf si c'est le préfet de police l'allemand. Voilà. Mais sinon, On est d'accord. à partir d'un Tout ce certain qui est niveau... petit policier. Ou alors si vous voyez petit policier, mais il faut dire vive le président, on est d'accord avec tout ce que Voilà. vous dites, là on prend aucun risque, mais si on dit autre chose, c'est pas possible. Et oui, effectivement, il y avait l'anecdote d'un collègue qui avait mis sur son Facebook personnel, en disant, c'était l'époque de Monsieur Hollande, le président est un flambi. Voilà. Il n'avait pas dit qu'il était C'est policier, rien du tout. Et un de ses copains a marqué, tiens, mon copain qui est policier a dit ça. Puis Il a partagé la truc. Donc notre collègue s'est retrouvé à l'IGPN pour manquement à son devoir de loyauté. Et là, l'IGPN a trouvé le coupable. Ils ont trouvé le coupable tout de suite. Ce qui change un peu de ce qui se fait habituellement. Là. On est bien d'accord. Alors justement, on parlait de Facebook, ça m'amène à une transition facile avec évidemment les gilets jaunes, dont on sait que les mouvements ont été fortement amplifiés grâce aux réseaux sociaux. Alors vous dénoncez bien sûr dans ce livre les violences policières. Vous écrivez notamment que les policiers sont majoritairement gilets jaunes. D'abord, vous avez des infos là-dessus ? Les infos, c'est ce qu'ils essayent de faire taire depuis le début du mouvement, en fait. C'est que les policiers, il y a donc 3 syndicats majoritaires dans la police et il y a donc 10 autres organisations. Il y a 2 syndicats qu'on appelait régulièrement et solidaires du mouvement parce que le mouvement est asyndical, donc est solidaire du mouvement, mais sans s'y imposer. Il y a des associations de policiers en colère également qui ont toujours été avec les mouvements des Gilets jaunes, dont une d'ailleurs qui avait fait un concours. Disons, mettez vos gilets et faites des photos, par contre de dos, parce qu'on sait que derrière, ça va tomber les sanctions. Et les policiers, c'est pas par idéologie, c'est par question pratique, j'allais dire. Il y a des policiers qui de tous bords politiques. Par contre, mieux vivre à la fin du mois, c'est important. Et le début, ça a été le prix de l'essence. Et c'est ce qu'on a expliqué depuis le début. Les policiers ne peuvent pas habiter sur leur lieu de travail. Pour diverses raisons. Soit les loyers sont trop chers parce que nous n'avons pas les moyens d'habiter dans les beaux quartiers. Soit sur le plan de sécurité également. Soit on est dans les quartiers les plus défavorisés et populaires. Et du coup, là, pour des raisons de sécurité, les loyers sont très abordables. Mais du coup, on n'a pas envie d'avoir comme voisin de palier la personne qu'on a interpellée dans l'après-midi. Donc, on est obligé de s'excentrer. Comme les horaires de travail sont atypiques, on doit faire de la route. Donc, du coup, le prix de l'essence a été quelque chose qui a vraiment parlé aux policiers. Et donc, inévitablement, vous dites que ça a entraîné le fait que, selon vous, ils sont majoritairement gilets jaunes. Alexandre Langlois, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale, et notre invité ce dimanche sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Restez avec nous pour la dernière partie de l'émission dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Alexandre Langlois est notre invité à l'occasion de la sortie de son livre L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale, paru le 25 novembre dernier aux éditions Talma Studio. Alors on parlait il y a un instant bien sûr des 1 an des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que ces mouvements sociaux, on l'a vu cette semaine, qui vont donc sans doute peut-être durer, vous pensez que ces mouvements sont appelés à se prolonger? Vous craignez une escalade de la violence depuis la reprise de ces grèves? Quel est votre avis là-dessus? Déjà, le mouvement dure depuis 1 an, donc qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Au contraire, ça fait des renforts. Les syndicats sont enfin un petit peu réveillés et on va voir comment ça va évoluer au cours des semaines. Mais je pense que le gouvernement, au moment, ne pourra plus ignorer la colère populaire et surtout la volonté de mieux vivre. Voilà. Et les retraites, les derniers gouvernements qui ont voulu y toucher, ils s'y sont un petit peu cassés les dents. Donc j'espère que là, ça unit vraiment tout le monde. Alors vous parliez de colère populaire, ça m'amène à me tourner vers Philippe Pascou pour qui il y a des injustices flagrantes. Vous vouliez c'est clair, moi, je reviens sur votre livre, je suis effaré par la façon dont la justice et la police jugent certains délits en fonction de la notoriété de la personne. Je vois le fils Fabius, le fils Pechnard, comment vous expliquez ça, quoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que vous êtes le fils de Monsieur Pechnard, on met une affaire en classée sans suite? Comment ça se fait que parce que vous appelez Monsieur Fabius, fils de Monsieur Fabius, on classe les affaires? Alors que le moindre petit gilet jaune ou le moindre personne qui se trimballe dans la rue aujourd'hui parce qu'il a un gilet jaune dans sa doigt se paye une amende et se retrouve en garde à vue. Moi, je suis effaré. Vous avez des infos Et- là-dessus, et- Alexandre et- Langlois? Ce que je lis dans votre livre. Ah oui, mais c'est... Parce que, encore une fois, ces accusations sont graves, donc vous avez des preuves de c'est en cours. À chaque fois, j'ai fait un travail de recherche pour mettre des citations, des articles. Oui. Et donc, après, c'est des recherches. Donc, après, moi, j'ai pas été dans filer Monsieur Fabius ou qui que ce soit. Par contre, pour l'affaire Monsieur Pechnard, là, j'ai eu des remontées plus directes de collègues qui l'ont vécu. Et on lui a dit, vous prenez votre mutation où vous voulez, puis en échange, on a votre silence. Et c'est un vrai problème, en fait. Et c'est une chose qui révolte de nombreux policiers, c'est qu'on nous demande d'appliquer la loi. Et on voudrait que ce soit la même pour tout le monde. C'est qu'il n'y ait pas de règles du jeu en fonction de qui joue avec qui. Mais là, il y a quand même sur Pechnard, il y a quand même un policier qui a porté plainte et bizarrement, la plainte disparaît. Mais il y a tout comme ça. Après, on lui a dit, tu peux prendre ta mutation où tu veux.
Ce sera mieux, il y aura des choses qui vont disparaître. Et puis après, M. Pechner a fait une belle carrière. Donc c'est inadmissible, c'est un vrai problème. Mais comment ça sort pas, ça? Parce que ça peut pas être fait dans l'enceinte d'un bureau entre quatre murs sans que ça sorte. Je vais donner l'exemple. On a posé la question, parce qu'on a autant on n'a pas le temps de nous former, des fois pour le maniement des armes, le maniement du LBD tous les 3 ans. Par contre, ils ont eu le temps de nous former en 1 an, quasiment tous les policiers, au nouveau code de déontologie pour qu'on comprenne bien qu'on devait être très obéissant. Et moi, j'ai participé à cette formation comme tous mes collègues. J'ai dit, écoutez, voilà, mais on voudrait savoir maintenant, ils nous ont dit, si jamais, par exemple, justement, le fils de machin vous appelle ou le papa vous appelle parce que c'est son fiston que vous avez arrêté, qu'est-ce que vous répondez? J'ai posé la question, je fais dans la vraie vie ou selon le code de déontologie? Ils m'ont dit non, on fait le code de déontologie. J'ai dit parce qu'en fait, il y a plein d'exemples, donc le juge Pechner, tous ceux que je cite et encore d'autres. Et la réponse a été, oulala, nous, on a été là pour vous dispenser la formation, pas pour juger ce qui se passe. Et la conclusion de la formation, ça a été, maintenant, il faut faire un choix entre des valeurs ou manger à la fin du mois. Voilà. Et les choses... C'est comme ça que ça a été présenté. La conclusion a été, c'est comme ça la conclusion. Maintenant, voilà. Et on avait également demandé dans cette formation, disant, pour qu'on ait un ordre d'idée de quels sont les faits fautifs, est-ce que vous pourriez nous donner des condamnations IGPN en fonction des fonctionnaires et qu'on ait un petit peu une jurisprudence, comme c'est possible devant les tribunaux? La réponse a été non, on juge au cas par cas. Voilà, en fonction des personnes. Donc on ne peut pas vous donner de jurisprudence ni des procédures. Alors, Alexandre Langlois, la 4e de couverture de vos livres mentionne que l'un de ses enjeux est de dévoiler ce qui se passe donc à l'intérieur afin que la société engage une réflexion collective, je cite, sur la police nationale pour la réformer en conséquence. C'est un devoir de démocratie, dites-vous. Concrètement, quelle serait, puisque, vous le dites, vous n'avez pas de fonction politique, mais vous êtes quand même intéressé par la chose politique, quelles sont les solutions, là, immédiates, qu'il faudrait engager pour réformer tout cela dans le bon sens? Déjà, la première solution, ce serait juste de respecter les textes de loi. Déjà, pour commencer, ce serait un bon début, faire que l'IGPN n'enquête plus sur la police, qui est une institution indépendante. Déjà, ça calmerait beaucoup de personnes. Voilà avec pour la transparence. l'IGPN. Non, mais c'est des choses, on applique les textes de loi. Deuxième chose, qui est justement passer de justice à 2 vitesses en fonction de qui on est, de nos relations, de notre niveau de revenu. Qu'on applique les lois pour tout le monde. Qu'on retrouve un cadre serein pour manifester. C'est-à-dire que je repense à un de mes collègues CRS qui m'a dit, moi, une bonne manifestation, c'est une manifestation où les gens ont pu exprimer leur opinion. Je suis d'accord ou pas, c'est pas la question, mais ils ont pu l'exprimer. Moi, je n'ai pas eu à intervenir. Je suis resté sur mon bouclier, je les ai regardés passer. Ce qui veut dire que je n'interviens pas. Si je n'interviens pas, je suis pas blessé, je rentre à l'heure, pas d'heure sup, je vois ma famille. Il m'a dit, voilà, donc on retrouve un cadre serein de dialogue. Et une fois que tout ça sera fait, après, le reste, c'est des pistes pour que chacun en discute, mais il faut qu'on recrée déjà le contexte pour avoir un débat apaisé et démocratique. Déjà, ce seraient les premières pistes. Et ces premières pistes, ce serait donc d'appliquer les lois qui existent déjà en France pour tout le monde. Et vous êtes optimiste ou pas? Si j'étais pas optimiste, j'aurais pas fait le livre, je serais plus policier. Moi, je continue de combattre parce que c'est mon combat, c'est un prolongement de mon activité de policier en fait. J'étais brimé dans l'activité de policier au service du peuple. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer, je vais expliquer pour retrouver le métier pour lequel je me suis engagé. Il y a des opposants à Emmanuel Macron, Marine Le Pen par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est du politique. Chacun a ses engagements politiques. Moi, je travaille. Est-ce que la ligne de sur le domaine sécuritaire, on peut au moins lui reconnaître que c'est un sujet central. On lui reproche souvent d'être moins faite sur l'économie. En tout cas, sur la sécurité intérieure, elle ne cesse de dénoncer et de ressembler un petit peu à ce que vous dénoncez, l'action de Christophe Castaner. Il va y avoir 2 choses. C'est qu'à Vigie, on s'autorise à aller voir toutes les personnes en tant qu'élus de la République. Donc, si Madame Marine Le Pen, vous nous rencontrez en tant que députée, nous viendrons. Si elle veut nous rencontrer en tant que présidente du Rassemblement national, nous ne viendrons pas. La ligne est claire avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens de tous bords s'ils ont un mandat du peuple. Voilà. Ça, c'est très important pour nous. La deuxième chose qu'on avait fait, c'est sur les programmes des partis politiques, par exemple. Pour l'élection présidentielle 2017, on avait dit c'est pas un syndicat de dire qui est le mieux ou pas bien dans les candidats. On avait mis les programmes sécurité des 14 candidats sur notre site, en disant aux gens, quelle que soit la personne qui salue, on travaillera avec, et nous, on restera sur nos valeurs. Par contre, pour que vous fassiez une idée de qu'est-ce que vous voulez faire, voilà, vous avez les programmes des 14 candidats, et après, au second tour, des 2 finalistes. C'est comme ça qu'on avait vu que, par exemple, au premier tour, 2 candidats avaient 0 proposition, ni pour ni contre de la police. Mais comment vous expliquez, Alexandre, alors parce que moi j'écoute, qu'il n'y ait pas plus de policiers qui se lèvent pour dénoncer l'injustice à l'intérieur de la police? Parce que moi j'ai bien l'impression que vous êtes un petit peu seul quand même, par rapport à l'ensemble des policiers, à dénoncer les malversations et les irrégularités du système. Comment ça se fait que les gens ne se lèvent pas? Les policiers eux-mêmes qui défendent la justice, pourquoi ils ne se lèvent pas? Alors, je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est que même avec un mandat syndical, on peut se faire exclure sur quelque chose qui n'existe pas légalement. Et la deuxième, j'ai donné une anecdote. J'étais à une cérémonie de passation de drapeau chez les CRS, et un commandant de CRS vient devant moi, il fait « Monsieur Langlois !» Je fais « Oula, lui j'ai dû le fâcher ». Et il me fait « Bravo pour ce que vous faites, ça fait plaisir d'avoir un discours syndical qui défend vraiment les policiers ». Je lui
lui dis, commandant, vous savez que nous, à Vigie, on fait tous les corps de la police nationale, on n'est pas attaché à un corps, au contraire, on travaille dans l'intérêt collectif, chacun à sa place. Sa réponse a été, vous savez comment ça fonctionne. Moi, j'aime bien ce que vous faites, mais pour le moment, moi, j'ai besoin de ma mutation, de mon avancement, et c'est pas vous qui pouvez me le donner. Donc, je tenais à vous féliciter. Par contre, je reste à Synergie pour ma carrière. Nicolas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que le cordon sanitaire de la police aujourd'hui, qui protège le pouvoir l'exécutif des troubles sociaux en cours, est-ce qu'il pourrait à un moment donné céder? Parce que c'est la grande question qui se pose. On l'a vu depuis le début. Comment ça se passe? Quelle est votre vision, ça, aujourd'hui, de ce cordon sanitaire sécuritaire, je veux dire? Allez, sécuritaire. Alors, le problème, c'est que les policiers sont mal utilisés. Normalement, on ne devrait pas être vu comme un cordon sécuritaire, on devrait assurer la sécurité des manifestants, ce qui n'est malheureusement plus le cas. La deuxième chose, c'est que les policiers, à l'heure actuelle, sur le terrain, ce que j'explique avec plus de détails dans le livre, c'est qu'on ne voit pas forcément tout le dispositif du maintien de l'ordre. On doit gérer une rue, un pavé, on n'a pas de vision d'ensemble. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on ne peut pas résister à un ordre illégal, parce qu'on ne sait tout simplement pas qu'il est légal, faute d'avoir toutes les pièces du puzzle. Donc, les policiers, pour le moment, resteront à leur poste, parce qu'ils se disent que si jamais ils abandonnent leur poste et que c'est à ce moment-là qu'il y a un groupe de délinquants et de criminels qui rentrent dans la manifestation et qui a un mort à cause de ces personnes et qu'ils n'étaient pas à leur poste, ils seront responsables. Donc ils ne bougeront pas de leur poste, sauf s'il y a une marée humaine dans la rue où il n'y a plus de doute sur la légitimité complète du mouvement dans la rue. Parce que c'est ce qu'on explique aussi régulièrement à Vigie, c'est pas parce que les gens sont pas dans la rue qu'ils sont plus en colère, c'est juste qu'ils ont plus envie de venir manifester. La deuxième chose également, c'est qu'il y a eu des fois aussi des gestes forts qui ont été faits au cours du mouvement des Gilets jaunes, notamment par nos collègues. Je pense à une compagnie d'intervention sur Bordeaux, qui avait l'habitude au début du mouvement d'enlever son casque. Normalement, c'est tout au début, ça. Hein. Voilà, dans les premiers mois, les policiers n'enlèvent leur matériel de maintien de l'ordre qu'à la fin, quand ils sont en sécurité dans le camion. Donc eux, ils avaient pris pour habitude, en signe de soutien et d'apaisement, ils enlevaient leur casque avant, ils rentraient après. Il a suffi d'une personne en face qui jette un œuf. Donc bien évidemment, les autres sont dits tout de suite, mais qu'est-ce que t'as fait, t'es fou. Mais du coup, les policiers n'ont plus jamais enlevé leur casque, parce que s'ils sont blessés alors qu'ils ont enlevé leur casque sur leur moment où ils travaillent, mais ils ont le droit à rien. Leur famille n'a le droit à rien. Et ils peuvent même être sanctionnés pour avoir enlevé le matériel. Donc à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à cause de quelques personnes de chaque côté, j'allais dire, côté manifestant ou côté policier, parce que je ne tomberai pas dans les camps de monsieur Lallemand. Pour moi, il y a deux camps, ceux qui respectent le code pénal et ceux qui ne respectent pas, et qui ils sont mis en avant. Et c'est à cause de ces quelques personnes qui posent problème qu'on jette un discrédit sur 99% de gens qui voudraient juste aller ensemble et mieux vivre à la fin du mois. Eh bien justement, on arrive au terme de cette émission, Alexandre Langlois. Alors pour finir, justement, le mieux vivre ensemble, une question d'ordre général, mais importante quand même. Que doit être, selon vous, le rôle de la police nationale dans une démocratie ? Déjà, c'est qu'on se pose la question du pourquoi de la police et pas du comment à l'heure actuelle l'utiliser. Et ça doit permettre à chacun de vivre le plus librement possible et sans empiéter sur la liberté des autres. Dernière question, allez pour Philippe. La dernière question, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui achètent votre livre? Savoir, c'est comprendre. Il vient de sortir comprendre. en même temps. Ouais, mais il faut l'acheter. Très honnêtement, je le recommande. Merci. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Donc, on le rappelle, ce livre sorti le 25 novembre dernier aux éditions Talma Studio, donc livre d'Alexandre Langlois, L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale. En effet, qu'on recommande aux auditeurs pour se faire leur propre opinion, pour ou contre. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre Langlois, d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles. Je vais remercier aussi ceux qui étaient à mes côtés. Tout d'abord, Nicolas Vidal du magazine Putsch de m'avoir accompagné comme souvent. Philippe Pasco également, gilet jaune, il faut être aussi objectif pour le rappeler, mais aussi journaliste d'investigation, de m'avoir accompagné pendant cette émission. De même qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à la préparer. Merci aux équipes de Sud Radio, en particulier à Lucille Montier qui était à la réalisation ce dimanche et à l'équipe du digital avec notamment Victor Thibaudat. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. On vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio et soyez au rendez-vous dimanche prochain puisqu'on va recevoir un autre auteur d'un livre qui s'appelle Le Grand Manipulateur. Et c'est Marc Andeval qui, évidemment, parle d'Emmanuel Macron. Ce sera l'occasion de lui poser peut-être pas mal de questions similaires aux vôtres. Merci beaucoup, Alexandre Langlois. Merci à vous. Très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio.